Alors, le TFUE, dans l'article 282 dont je vous avais déjà parlé tout à l'heure, précise par ailleurs, dans l'alinéa 3, que la Banque centrale européenne est indépendante dans l'exercice de ses pouvoirs et dans la gestion de ses finances. Les institutions, organes et organismes de l'Union ainsi que les gouvernements des États membres respectent cette indépendance. Alors, en clair, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la BCE n'a aucun ordre à accepter ni aucun compte à rendre aux États et donc aux électeurs. Parce qu'il y a une grande mode qui s'est répandue depuis une vingtaine d'années, c'est qu'il paraît que tout le monde est censé trouver formidable les autorités prétendument indépendantes. Alors ça, c'est formidable. Ah, une autorité indépendante, qu'est-ce que c'est bien. Bon. Mais elles sont indépendantes de qui et de quoi ? Elles sont indépendantes des électeurs. C'est tout. Est-ce que vous croyez que la BCE, on va voir d'ailleurs de qui elle est peuplée, le nouveau président de la BCE, M. Mario Draghi, qui est l'ancien vice-président de Goldman Sachs Europe, M. Mario Draghi, il n'est pas indépendant de Goldman Sachs. Hein. Il est indépendant des électeurs. Donc c'est ça que ça veut dire, une autorité indépendante. On nous a présenté ça comme le summum de la démocratie, le raffinement suprême. En fait, non, c'est une dictature. C'est justement, à ce titre, on multiplie les autorités indépendantes. Alors tout ceci a donné quoi ? Eh bien, le plan d'austérité au Portugal, en avril 2011. Voici l'extrait d'un journal qui s'appelle Le Figaro, qui expliquait, avant les élections qui ont lieu au Portugal le 5 juin 2011, qui expliquait, voilà la situation. Les Portugais éliront une nouvelle majorité le 5 juin, aux élections législatives, mais ils n'auront pas le choix du programme de droite ou de gauche. Le vainqueur devra imposer l'austérité jusqu'en 2014 au moins. 3 semaines plus tôt, chaque grand parti s'y sera engagé individuellement auprès de l'Union européenne et du FMI. Cette perte de contrôle politique est le prix à payer pour un plan décidé hier dans ses grandes lignes par la zone euro, les 27 pays de l'UE et la Banque centrale européenne. En d'autres termes, ce plan vise à mettre l'État portugais au régime sec, à lancer un ambitieux programme de privatisation pour réduire la dette publique et enfin à assouplir le marché du travail. C'est le Figaro du 9 avril 2011. Vous voyez partout d'ailleurs, c'est la même histoire. On privatise pour réduire la dette publique, une dette publique qui sort de Dieu sait où. M. Sarkozy nous a laissé 600 milliards d'euros de dette supplémentaire en 5 ans alors qu'il s'était fait élire sur l'idée de la réduire. Moi, j'aimerais qu'on explique aux Français à quoi ont servi ces 600 milliards d'euros sur lesquels personne n'a donné son accord, et surtout avec quoi on va rembourser ces 600 milliards d'euros. On a affaire à des jeux d'écriture absolument ahurissants, et comme par hasard dans tous les pays de l'Union européenne, et la seule solution qu'on propose à tous les peuples, c'est qu'il faut vendre, faut vendre. Et on vend à qui ? On vend à des fonds de pension américains qui nous payent en monnaie de singe, c'est-à-dire en dollars qui ne vaut rien. Alors à ce titre, on va bientôt vendre, je ne sais pas, le château de Versailles, la Grande Chartreuse, la Joconde, le port de Marseille, tout. C'est ce qu'on demande, on va le voir dans un instant, c'est ce qu'on demande aux Grecs. Alors il y avait quand même des gens qui s'étaient émus au sujet du Portugal en disant « Mais enfin, ça sert à quoi de faire des élections si tout est joué d'avance ?» Réponse de M. Amadeu Altafaj, porte-parole de la Commission européenne le 29 avril 2011, à un journaliste qui disait « Mais quelle est la légitimité démocratique de votre système ?» La légitimité démocratique, réponse du porte-parole, ce n'est pas nécessaire. Au moins c'est clair. On ne peut simplement plus se permettre d'attendre. Le plan d'austérité à négocier avec Bruxelles sera contraignant pour le futur gouvernement qui ne pourra pas en changer les termes. Ce n'est plus leur programme, c'est le nôtre. Moi j'appelle ça un coup d'État. Un coup d'État à l'échelle continentale, dont l'application en l'espèce est le Portugal, un coup d'État de nature fascisante, pris par des forces antidémocratiques. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour ça que ce n'est pas du tout drôle ce qui se passe en ce moment. C'est très, 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 très grave. C'est pourquoi je parcours la France. Le 18 mai 2011, c'était Mme Merkel qui réunit ses troupes à Mesquede, en Allemagne, dans l'ouest de l'Allemagne, le 18 mai 2011, et qui dit, au cours d'une réunion de la CDU, il faudrait que dans des pays comme la Grèce, l'Espagne, le Portugal, on ne parte pas à la retraite plutôt qu'en Allemagne. Que tous fassent un peu les mêmes efforts, c'est important. Nous ne pouvons pas avoir une monnaie commune, d'ailleurs commune, elle dit, Mme Merkel. Et certains avoir beaucoup de vacances et d'autres très peu à la longue, ça ne va pas.
18 mai 2011. Hitler en avait rêvé, Maastricht l'a fait. Et puis, en août 2011, l'incroyable diktat de Trichet et de Mario Draghi à Berlusconi, au Premier ministre italien. C'est une tyrannie qui se met en place à l'insu des peuples, mais avec l'accord de leurs prétendus représentants. On a appris donc en septembre 2011, cette lettre qu'avait écrite M. Trichet, président de la BCE, qui est un homme que je connais d'ailleurs, un apparatchik, qui n'a jamais été élu par personne, qui ne se ferait jamais élire par qui que ce soit quand on voit le bonhomme, et qui donc écrit avec M. Mario Draghi ceci à M. Berlusconi. Cher Premier ministre, le Conseil des gouverneurs de la BCE a discuté le 4 août de la situation de l'Italie sur les marchés obligataires. Le Conseil des gouverneurs de la BCE considère que les autorités italiennes doivent d'urgence adopter des mesures propres à restaurer la confiance des investisseurs. Dans les circonstances actuelles, nous considérons les mesures suivantes comme indispensables. Premièrement, nous estimons qu'il est nécessaire de mettre en place des mesures d'envergure pour stimuler une croissance potentielle. Au passage, je suis désolé de gâcher un peu la fête des électeurs français qui ont voté pour M. Hollande, qui pensent que M. Hollande va relancer la croissance. Parce que M. Hollande a dit qu'il faut qu'il y ait une composante en faveur de la croissance. Mais elle y est, hein. C'est ce que ne cessent de dire les gens de la BCE. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'après l'élection de M. Hollande, tout le monde a dit « Mais vous avez raison, Hollande, vous avez raison, M. Barroso, oui, vous avez raison, M. Hollande. Hein, il faut la croissance. Et pour la croissance, il faut faire davantage, il est crucial d'avancer avec les internationales. C'est quoi la croissance ? Il faut une stratégie de réforme globale et crédible, incluant la libéralisation totale des services publics locaux et des services professionnels est nécessaire. Cela devrait être appliqué en particulier à l'offre des services locaux via des privatisations de grande ampleur. Donc ce que Mme Merkel, M. Rajoy, M. Barroso, M. Monti, ils ont déjà répondu à M. Hollande. Hein. Oui, vous avez raison, il faut être pour la croissance. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il va falloir privatiser en France à dardard. Est-ce que vous croyez que M. Hollande a été élu par ses électeurs pour privatiser dardard tout ce qui reste encore à privatiser en France ? On continue. Il faut adapter les salaires et conditions de travail aux besoins spécifiques des firmes. Qu'est-ce que ça veut dire, à votre avis, d'adapter les salaires et les conditions de travail aux besoins spécifiques des firmes ? Il faut une révision en profondeur des règles régissant le recrutement et le licenciement des salariés. On sait d'ores et déjà que la Commission européenne attend du prochain gouvernement qu'il s'attaque en France aux contrats à durée indéterminée. Ils attendent que M. Hollande supprime les CDI. On va voir si les électeurs de M. Hollande sont de cet avis. Des mesures fiscales correctives supplémentaires sont nécessaires. Il est possible d'intervenir davantage dans le système de retraite en rendant plus contraignants les critères d'éligibilité aux pensions d'ancienneté. Ça veut dire réduire les retraites. En alignant rapidement l'âge de la retraite des femmes ayant travaillé dans le secteur privé. Ça veut dire augmenter l'âge de départ des femmes. Il y avait des mesures sociales en faveur des femmes en Italie. Le gouvernement italien doit également envisager de réduire de façon significative le coût des emplois publics. Qu'est-ce que ça veut dire, réduire le coût des emplois publics ? Ça veut dire licencier les fonctionnaires et diminuer le salaire des restants. En durcissant les règles de renouvellement du personnel et, si nécessaire, en baissant les salaires. C'est quand même M. Trichet, élu par personne, et M. Draghi, choisi par Goldman Sachs et élu par personne, qui demandent au président du Conseil italien, qui a été, quoi qu'on puisse penser de M. Berlusconi, qui lui demande des mesures qui sont des mesures... Enfin, tout ça, ce sont des mesures qui sont des choix fondamentaux de la démocratie. C'est toute une politique gouvernementale qui est imposée par deux olibrius qui n'ont aucun mandat démocratique. Il faut un mécanisme de réduction automatique du déficit qui soit mis en place, stipulant que tout dérapage par rapport aux objectifs sera automatiquement compensé par des coupes horizontales dans des dépenses discrétionnaires. C'est la preuve d'ailleurs au passage qu'ils n'ont rien compris à l'économie keynésienne non plus, puisqu'ils ne savent pas que quand on coupe dans les dépenses,
on contribue à enfoncer un pays dans la récession, et donc on contribue à faire s'effondrer encore plus les recettes fiscales. Ça fait quand même... Moi, j'étais dans un cabinet ministériel en 1995, plan Juppé 1, moins 8% dans tous les budgets des ministères pour annuler le déficit public. Ça fait 17 ans qu'on coupe dans tous les budgets, il n'y a d'ailleurs plus rien à couper, dans tous les budgets des ministères, et plus on coupe dans les budgets des ministères, et plus le déficit augmente. Cherchez l'erreur. L'erreur a été expliquée dès les années 30 par Keynes, c'est qu'un État, c'est pas comme un ménage. Un ménage de salariés, s'il dépense trop, s'il diminue ses dépenses, eh ben, il va se retrouver dans le vert parce qu'il reçoit des salaires qui sont identiques. Mais un État, c'est pas un ménage qui est salarié. Un État, c'est une espèce comment dirais-je, d'économie avec des effets, des actions et des rétroactions. Et donc, si vous diminuez les dépenses de l'État, si vous coupez le pouvoir d'achat des gens, si vous coupez le pouvoir d'achat des fonctionnaires, les gens ne dépensent plus. Et donc, eh bien, c'est toute l'économie qui dégringole l'une après l'autre. Et au bout du compte, si les gens ne dépensent plus, il y a des entreprises qui font faillite ou qui n'ont plus de bénéfices. Donc, il n'y a plus de rentrée fiscale de l'impôt sur les sociétés. Il y a moins de rentrée fiscale dans la TVA. Et puis, au bout du compte, il y a moins de rentrée fiscale globalement et de façon plus grave que les dépenses qu'on a coupées. Donc, c'était Keynes qui avait montré que lorsqu'on est dans un état de récession, la pire des choses à faire, c'est de couper dans les dépenses publiques parce que ça aggrave la récession et ça aggrave le déficit qu'on prétend combler. Ça fait 17 ans que ça dure en France, et on continue. Alors, et pas seulement en France, en Italie, c'est la même chose. Nous considérons qu'il est crucial, regardez ce qu'écrivaient M. Trichet et Mario Draghi, nous considérons, qu'il est crucial que toutes les mesures énumérées soient adoptées aussi vite que possible par décret-loi. C'est-à-dire, ce qu'on a en russe, un décret-loi, ça se dit oukaz, un oukaz. Un décret-loi, ça veut dire qu'il s'agit de court-circuiter le Parlement italien. Rien moins. En France, on appelle ça une ordonnance. Nous encourageons aussi le gouvernement à prendre immédiatement des mesures pour assurer une vaste réforme de l'administration publique afin d'améliorer l'efficacité administrative et la bienveillance à l'égard des entreprises. On a vu de qui ces messieurs sont les agents. C'est d'ailleurs parce que M. Trichet, le président du Conseil, a traîné les pieds pour mettre en œuvre, parce qu'il avait considéré que son poste n'avait plus de rôle, n'avait plus de sens. Il était devenu désormais le factotum de deux Olybrius. C'est justement parce qu'il a traîné les pieds que l'oligarchie, vous savez, a décidé à pointer le pouce vers le bas et a décidé de le lourder.